Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. C'est notre 54e numéro de Business Challenge. Voyons tout de suite ensemble le sommaire de cette édition. Innovation et technologie. Aujourd'hui, le monde est ainsi fait qu'il y a beaucoup d'informations qui passent sous le nez de nos entreprises. Donc, ça peut être des informations tant qualitatives que quantitatives, mais dans l'ensemble, ce sont des informations qui sont primordiales dans la prise de décision de toutes les entreprises. Pour amorcer le décollage économique des pays africains, en l'occurrence les pays africains donc au sud de notre espace, au sud du Sahara, mieux encore, comment le faire à travers le financement par les banques des petites et moyennes entreprises. Point secret. Le Niger fait partie aujourd'hui des Eldorado de la sécurité. La zone sahélo-saharienne est devenue une zone géopolitique extrêmement sensible dans laquelle tous les acteurs comptent injecter des sommes colossales et il va de soi qu'aujourd'hui tout le monde a envie de se positionner. Métier et carrière. Pour être délégué médical, il faut avoir un certain nombre de moyens de travail. Pour être opérationnel sur le terrain, il faut un moyen de déplacement. Il faut avoir des moyens de communication. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié le menu de cette édition. Découvrons le détail tout de suite. Innovation et technologie, en partenariat avec Orange. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge, notre rubrique Innovation et Technologie. Et la rubrique reçoit cette fois-ci un jeune entrepreneur qui démarre une activité très intéressante. Issa, merci d'être venu dans Business Challenge, de nous parler de ton activité. Alors, tu es en train de lancer une entreprise qui deviendra bientôt une agence qui va se spécialiser dans les sondages d'opinion, dans les études de marché. Et la particularité, en discutant avec toi et en découvrant aussi sur les réseaux sociaux ce que tu as commencé à faire à travers ta page Facebook, apostrophe, je vois déjà, tu as donné le temps sur les réseaux sociaux que tu vas beaucoup utiliser les technologies. Parle-moi un peu de ce processus-là, du lien que tu fais aujourd'hui avec la nécessité de créer un marché autour des enquêtes d'opinion, des sondages, et aussi en utilisant les nouvelles technologies. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de cette activité, cette aventure même que je gère à distance entre griffes. Donc comme tu l'as si bien présenté, aujourd'hui le monde est ainsi fait qu'il y a beaucoup d'informations qui passent sous le nez de nos entreprises. Donc ça peut être des informations tant qualitatives que quantitatives, mais dans l'ensemble, ce sont des informations qui sont primordiales dans la prise de décision de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles interviennent. Donc aujourd'hui, l'activité que nous menons via Apostrophe, c'est de la collecte d'informations via les réseaux sociaux. Donc la particularité, c'est que nous passons par les réseaux sociaux et non pas que nous n'utilisons pas les méthodes traditionnelles, mais les méthodes modernes aujourd'hui, innovatives, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux et on le fait beaucoup plus avec Facebook notamment, qui est aujourd'hui, quand on compte parmi les réseaux sociaux, le plus utilisé par la population. Alors toi, tu utilises cet outil-là parce que tu sais qu'il y a un marché, il y a une audience qu'on peut cibler, avec laquelle on peut interagir, et tu développes ça pour en faire une activité entrepreneuriale. Alors, j'ai vu déjà des sondages que tu as commencé à faire. Aujourd'hui, ces sondages-là, est-ce que c'est des entreprises qui commandent? Est-ce que tu es en train juste de tester? Tu es à quel niveau? Aujourd'hui, si tu veux, c'est carrément de la prise d'initiative. C'est de la prise d'initiative. On regarde le marché. Le marché aujourd'hui est fait de plusieurs éléments, plusieurs acteurs, les consommateurs, les distributeurs, les fournisseurs, donc les entreprises. Mais c'est beaucoup plus de la prise d'initiative. Donc, ce que j'appelle prise d'initiative, c'est en observant ce qui se passe, on développe
un questionnaire et on s'est dit ah tiens voilà quelque chose qui est quand même très important et on est en train de passer dessus. Donc récemment il y a quand même un petit sondage que j'ai eu à faire comme ça sur l'insécurité routière. Oui. Et donc toi tu lances ce sondage là pour savoir ce que les gens pensent, voilà. des raisons des accidents. C'est quand même des questions très simples, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que le niveau des accidents au Niger est élevé? Et tu as utilisé quel outil technologique pour ça? Déjà pour ça, il y a quand même des outils entre griffes qui sont faciles d'accès. Quand je parle de facile d'accès, c'est des outils qui ne demandent pas un fort investissement financier. Donc vous avez déjà Google, qui est quand même... On le connaît comme étant moteur de recherche, mais aujourd'hui, détrompez-vous, Google fait plus que le moteur de recherche. Pour ceux qui le savent, les internautes, les informaticiens qui travaillent aujourd'hui, ils savent que Google est un outil puissant qui vous permet non seulement d'avoir du stockage, mais également de réaliser des collectes d'informations, de l'analyse. Voilà. Donc vous avez Google qui fait partie des éléments que moi j'utilise aujourd'hui, mais vous avez également ce qu'on appelle SurveyMonkey, qui est une autre plateforme qui est beaucoup plus évolutive que Google, qui vous permet d'aller au fin fond maintenant, de creuser via des tris. C'est-à-dire les tris, c'est une pratique qui est généralement connue pour ceux qui utilisent Excel, qui est utilisée sur Excel, qui vous permet de faire des tris croisés, de savoir aujourd'hui si vous avez une question donnée, quel est le type de personne qui répond, que ce soit par sexe, localisation géographique, âge même. Donc ça, c'est ce que Excel vous permet de faire. Mais aujourd'hui, avec SurveyMonkey, qui est également un outil que j'utilise, SurveyMonkey vous permet d'avoir toutes ces données-là de manière vraiment dynamique. Bon, à la différence qu'il faut payer. Il faut payer, mais ça ne coûte pas trop cher. Je pense que c'est assez accessible, non? Elle vous permet aujourd'hui d'utiliser... de poser des questions jusqu'à 10, une dizaine de questions. Au-delà de la dizaine de questions, là, c'est une licence. La licence annuelle aujourd'hui, pour SurveyMonkey, il faut compter au-delà de $300. $300, ouais, ben c'est pas grand-chose. Voilà. Et ça te permet de faire plusieurs enquêtes, de cibler un échantillon sur lequel l'enquête va se dérouler, c'est ça? Voilà. Bon, l'avantage, c'est que, à la différence peut-être des outils traditionnels, c'est que là, vous pouvez cibler votre audience. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle par cibler l'audience? Ça veut dire que vous savez déjà vers qui le questionnaire ou le sondage sera redirigé. Donc, inutile de vous poser la question comme quoi, non, si je dois envoyer des personnes sur le terrain, il faut qu'elles se dirigent vers telle ou telle zone du marché, ou tel ou tel client. Et derrière le retour, vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez prévu, ça soit le retour escompté. Alors que grâce aux réseaux sociaux, justement, grâce à ces outils modernes, avant même de lancer, vous savez vers qui ces questionnaires-là... Il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité, voilà. Bon, la traçabilité, vous l'avez avec les outils que vous utilisez, mais aujourd'hui, Facebook, grâce à un autre outil qui s'appelle le Social Bakers, donc Social Bakers, bon, pour ceux qui savent aussi, ils iront chercher. Social Bakers, aujourd'hui, vous permet d'avoir des statistiques à l'instant T de votre page. Voilà, donc ces statistiques-là, ça va du nombre de suiveurs, du nombre de posts, et encore plus important, l'impact des posts que vous faites. Parce que les posts que vous faites aujourd'hui n'ont pas le même impact. Voilà, n'ont pas le même degré d'atteinte. Combien de personnes vous avez atteint, combien de personnes a réagi, exactement. Ainsi de suite. Parce que le plus important, c'est le nombre de personnes que vous atteignez. Si vous n'atteignez pas une quantité importante, c'est clair que là, maintenant, votre post n'aura pas l'impact que vous aurez voulu. Alors, en discutant avec toi, dans la préparation de cette émission, tu me disais, oui, ben, écoute, l'activité que je vais offrir va participer à répondre à une question cruciale pour les entreprises, c'est de faire de l'intelligence marketing. Effectivement, toutes les entreprises ont besoin de connaître leur marché, de le maîtriser. Mais dans notre contexte, quand tu parles d'intelligence marketing, comment tu l'expliques aujourd'hui dans le contexte nigérien? Ben, écoutez, aujourd'hui, le marché, comme je l'ai dit, le marché est dynamique. Et quand vous prenez même le terme marketing, quand vous regardez, marketing, donc vous le divisez en deux. Vous avez le terme market, donc qui signifie marché en français, et vous avez derrière la terminaison ANG, donc ING, qui signifie le mouvement. Voilà, donc le market, ANG, donc le marché bouge. Donc le marché, comme il bouge, on est obligé de s'adapter en fait à son environnement. Donc aujourd'hui, l'intelligence marketing, vous avez beaucoup d'entreprises qui recherchent de l'information. Donc c'est quoi ces informations-là qu'elles recherchent? Ça peut être aujourd'hui quels sont
bon, peut-être pour certaines sociétés, elles savent déjà si elles ont des abonnés, combien d'abonnés elles ont, mais vous ne savez pas aujourd'hui peut-être le budget qui peut être alloué à l'utilisation de votre service, le niveau de connaissance que les populations du marché dans lequel vous opérez ont de vos produits. Et même leur opinion. Même leur opinion. Parce que vous êtes assis, vous dites, ah non, ce gars-là ou ce client-là, il estime que je suis tant. Vous n'avez rien pour le prouver. Vous n'avez que des données qualitatives. Et même si les données quantitatives ne sont pas réelles, c'est-à-dire à la virgule près, mais vous avez déjà une proportion qui peut vous donner un avis sur l'impact ou bien la stratégie que vous pourriez appliquer par après pour pouvoir maintenant développer. Donc l'intelligence marketing, comme on le dit, le marché il est intelligent parce qu'il y a toujours avant lorsque on était au niveau de la période du taylorisme, c'est toujours le travail à la chaîne, c'est les mêmes mouvements qui se font, donc aucun développement. Et là maintenant avec l'avènement des TIC, il y a toujours un changement. Effectivement. Vous ne maîtrisez jamais votre marché. Il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper. Effectivement, ce que tu fais va être un outil important, si en tout cas on comprend l'enjeu, pour aider les entrepreneurs à prendre de bonnes décisions. Ouais. Que ce soit pour développer des produits, que ce soit pour piloter leur entreprise, que ce soit même pour développer de nouvelles activités. Mais seulement, je pense que aujourd'hui, beaucoup de gens vont se dire, bon, Google, Facebook, SurveyMonkey, est-ce que moi-même je ne peux pas l'utiliser? Mais toi, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une expertise particulière que tu es capable d'offrir en matière d'analyse des données qui seront collectées, en matière d'interprétation, en matière de production de résultats? Vous savez ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, c'est des outils qui sont accessibles. Mais comme je dis, il y a quand même un background qu'il faut quand même regarder. Avant d'utiliser ces outils-là, il faut d'abord savoir ce vers quoi on veut aller. Voilà, ce vers quoi on veut aller. Parce qu'on peut très bien se lever, faire l'étude, collecter des informations, mais aujourd'hui, il faut savoir jouer avec les chiffres. Il faut savoir jouer avec les chiffres. Donc, le jeu, ce que j'appelle jouer avec les chiffres, c'est oui, les chiffres sont là devant vous, mais il faut savoir aller les comparer à ce qui a été fait par le passé, à faire des projections, parce qu'il y a quand même ce jeu de projection-là à faire. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour faire une stratégie sans pour autant se préoccuper de ce qui avait été fait par le passé, ce qui avait marché, ce qui avait échoué. Oui, la situation actuelle est ce qui pourra se faire demain. Et le plus important encore, c'est se projeter sur l'avenir. Parce qu'on se projette sur l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a toujours ce travail-là de recherche à faire. Et moi, ce que je mets toujours en avant, c'est quand même le volet rédactionnel. Parce qu'aujourd'hui, un mot peut avoir plusieurs sens. Un mot peut avoir plusieurs sens. Raison pour laquelle, quand vous regardez même sur la page Facebook, il y a des petits flashs qui sont faits sur certains termes, certaines terminologies. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié une enquête, par exemple, que tu veux faire. Tu as déjà lancé sur ta page Facebook apostrophe. Quel usage faites-vous vraiment de votre mobile? Ça, c'est intéressant. Oui. Et je pense que si on posait la question en milieu urbain, aux jeunes, surtout par rapport aux smartphones, pour savoir exactement aujourd'hui tous ceux qui acquièrent les smartphones, est-ce qu'ils arrivent à utiliser les fonctions de ces smartphones-là, tout ce que les smartphones donnent comme possibilité. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, en fait, oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Quand vous regardez, que ce soit les pubs en Europe ou bien même dans certains pays africains qui ont quand même un niveau de communication assez élevé, vous allez remarquer que même dans les couples, aujourd'hui, c'est très difficile de voir les couples se parler. Généralement, chacun est sur son téléphone. Et le téléphone remplace le conjoint ou la conjointe. Il devient l'interlocuteur. Effectivement. Et ça, bon, c'est vrai que c'est un risque. Mais c'est quand même, on n'y peut rien. Mais d'un point de vue marketing, c'est aussi quelque chose qui peut être exploité à fond quand même. Oui, bien sûr. D'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui peut être exploité à fond. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, le smartphone, c'est le dada des opérateurs télécoms. Un opérateur télécom, il sait qu'aujourd'hui, s'il te demande quel est l'usage particulier que tu fais de ton téléphone, vous allez être surpris de voir que le plus important, c'est vrai, appeler, recevoir des SMS, c'est l'usage basique. Mais aujourd'hui, le téléphone vous permet de faire plus que ça. Donc, vous pouvez faire des achats en ligne. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a les cartes Visa, oui, mais les cartes Visa aujourd'hui ont tendance même à être substituées au téléphone. Parce que le téléphone aujourd'hui, toute personne qui se lève, avant même de rentrer dans la douche, la première chose qu'il fait,
c'est de prendre son téléphone. Consulter ses mails si c'est un professionnel, regarder son réseau social si c'est un geek, ou bien regarder sa page YouTube, peut-être que c'est un musicien et il fait des posts, des podcasts. Ou bien lire les journaux. Voilà, ou bien voilà. Mais donc, comme vous le dites si bien, donc c'est vraiment un outil qui quand même aujourd'hui est en train de remplacer nos habitudes traditionnelles. Donc voilà. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Alors, juste un dernier mot. Aujourd'hui, tu es à quelle phase de la mise en place de ton entreprise et ton entreprise qui s'appelle Apostrophe, c'est ça? Voilà. Tu es à quel niveau? Parce que ce serait bien que ceux qui nous suivent sachent dans quelle démarche tu es exactement. Non, là, je suis vraiment dans une phase embryonnaire. Donc, je suis vraiment en train de regarder. Parce que le plus important dans ça, c'est que c'est une passion. Moi, j'ai une passion sur la collecte d'informations. J'aime bien collecter de l'information et j'aime bien analyser ce que je collecte. Donc, c'est vraiment ça le leitmotiv. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc, il faut vraiment parler de phase embryonnaire. Et c'est nettement plus important parce que je pense que l'histoire a démontré que les entreprises fondées sur une passion réussissent beaucoup mieux que celles qui sont fondées différemment. Je pense que la passion est un bon carburant pour faire une entreprise. Mais au-delà de ça, ce que je trouve qui est bien aussi dans ton cas, c'est qu'au Niger, je pense qu'il nous faut développer cette pratique d'interaction entre le marché et les entreprises ou bien les organisations de manière générale. Et là, les sondages, les enquêtes d'opinion, les études de marché et les études de perception, tout ça, ça participe. Et je pense que tu as un bon créneau. Voilà. Issa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette rubrique Innovation et technologie. Restez en notre compagnie pour suivre la suite du Business Challenge. À tout de suite. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette phase de Business Challenge, notre plateau Grand Angle. Et j'ai le grand plaisir de recevoir M. Mahamadou Yaou. M. Yaou qui est banquier, il est actuellement directeur de l'agence BOA, Bank of Africa, Yantala, Tinéabou. Mais je le reçois en tant qu'ancien président de la Confédération internationale des associations de diplômés de l'Institut technique de banque. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais on retient quand même, c'est l'Institut technique de banque qui a un ensemble d'associations qui se sont réunies en confédération. Donc, les diplômés de cet institut-là. Monsieur Yaou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans Business Challenge. Alors, vous avez été dirigeant de cette confédération pendant 4 ans, une confédération qui regroupe plusieurs pays, mais dont on n'entend pas parler au Niger, même si vous, en tant que Nigérien, vous l'avez dirigé pendant 4 ans. En tout cas, elle semble méconnue. Parlez-nous un peu de cette confédération, mais aussi de l'association qui la représente ici au Niger. Effectivement, je suis président, comme nous l'appelons dans notre jargon, de la Confédération internationale des associations des diplômés ITB. Et là, je l'étais en tant que président de l'association nigérienne des diplômés ITB. Et je le demeure encore, je suis toujours président au niveau national. Voilà. Bon, donc pour commencer, je dois préciser, d'abord commencer par le commencement. Au commencement, il y a dans les années 1950 une école supérieure de banque dénommée Centre de formation de la profession bancaire. Cette école, donc créée dans les années 50, je disais, donc recevait les bacheliers pour une formation de 3 ans, à l'issue de laquelle ils sortent donc avec un diplôme qu'on dénommait BP3, brevet professionnel niveau 3. Et c'est ce diplôme qui permet d'accéder au cours de l'ITB de l'Institut technique de banque. Donc l'Institut technique de banque est une école d'encadrement et de l'encadrement supérieur. On y accède avec le niveau Bac plus 3. Et on fait combien d'années? Et même Bac plus 5. Et c'est un cycle de le temps de 3 ans, ramené depuis les années 2003-2004 à 2 ans de formation. Voilà. Donc on fait 3 ans dans le centre et 2 ans, ce qui fait Master 2 en fait. Exactement, c'est un Master 2. C'est l'équivalent de Master 2 et c'est un diplôme, le diplôme de l'ITB qui est dénommé diplôme d'études supérieures de banque. Donc estampé
est homologué donc en France, niveau 1, c'est-à-dire c'est la maîtrise plus une année. Oui. C'est la maîtrise. Oui. Donc, ceux qui sortent de cet institut-là sont des cadres de banque. Ce sont des cadres de banque. Et qui se sont réunis par la suite pour faire des associations de diplômés. Voilà, donc, ce diplôme, cette formation est dans le sens de défendre le diplôme acquis et de promouvoir une certaine entraide, une solidarité entre les membres et de rester en réseau. Donc à donner naissance à la formation des associations nationales des diplômés ITB. C'est l'ensemble de ces associations qui forment la Confédération internationale des diplômés ITB. Aujourd'hui présente dans 15 pays en Afrique. Ok, 15 pays aussi bien dans l'IMOA que dans les autres ensembles. Dans l'autre ensemble, la CEMAC. Oui. Venons-en un peu au contenu même de l'association au Niger. Au Niger, cette association, elle existe depuis combien d'années et puis combien de membres est-ce qu'elle a aujourd'hui? Donc cette association au Niger date en tout cas des années 90. Les précurseurs de cette association, c'était les Nouhou, Amadou Nouhou, le ministre Amadou Nouhou, ancien ministre des Finances, le Premier ministre, son Excellence Souley Abdoulaye, l'actuel directeur général de la Sony Bank, M. Souley Oumarou, et bien d'autres personnalités, en tout cas, qui ont animé au début cette association. Nous avons tous sont des diplômés de l'ITB. Nous avons pris donc le train en marche à partir de 2005, donc date de l'Assemblée générale constitutive du bureau, qui m'a porté donc président de cette association. Ok. Et aujourd'hui, les membres, c'est au nombre de combien? Nous sommes une soixantaine, hein. Je ne sais pas le chiffre exact, mais nous sommes une soixantaine. Mais je dois préciser qu'à l'échelon mondial, l'ITB à ce jour, en tout cas à fin 2015, a formé 30 000 diplômés. 30 000 diplômés. Alors la soixantaine qu'il y a au Niger, est-ce qu'ils sont tous dans la profession bancaire ou bien il y en a qui ont changé de trajectoire? Oui, il y en a qui sont, bon, il y en a même qui sont partis à la retraite, il y en a qui ont changé de branche, mais l'essentiel se trouve dans la profession. Alors, les activités, parce que effectivement c'est bon de parler des activités parce que comme je vous disais, personnellement je n'ai pas souvent entendu parler de cette association et je ne sais pas si d'autres personnes entendent parler dans l'opinion publique. Très bien. Donc au niveau des associations nationales, ce que nous avons comme activité, c'est d'abord la tenue de conférences débats. La tenue de conférences débats, les cérémonies de remise des diplômes et à mes souvenances et la participation à toutes les activités de la Confédération. Donc pour ce qui est du cas de l'AND ITB, l'association nigérienne des diplômés ITB du Niger, donc je peux rappeler rapidement les quelques actions que nous avons eu à mener. Après donc l'association constitutive élective donc du bureau, nous avons en 2007 tenu une conférence débat sur le thème la place des garanties dans le risque de crédit bancaire. Il s'agit donc d'analyser que représentent les garanties dans un dossier de crédit. Donc cette conférence a été animée par un des maîtres de conférence de l'ITB, un Burkinabé, à la personne de M. Lorsandi, que nous avons donc amené ici pour tenir cette conférence-là. Donc nous avons aussi tenu en 2010 une conférence sur le recouvrement des créances. Donc le recouvrement, les procédures optimales de recouvrement des créances bancaires. Donc ça, nous avons donné à un de nos membres, M. Amadou Kane, là à la Sony Bank, en service présentement à la Sony Bank pour animer. Donc c'est un juriste de banque. Voilà. Donc, et pour les déplacements donc à l'extérieur, les activités à l'extérieur, personnellement, nous avons pris part donc au colloque de 2008 à Brazzaville, où nous avons été donc élus comme vice-président de la Confédération. Et ensuite, il y a eu le colloque de Marseille, donc en mai 2010. C'est à partir de ce colloque que nous avons été portés à la tête de la Confédération. Alors, je reviens quand même à ma question de base. L'association nigérienne des diplômés de l'Institut technique des banques n'est pas connue. Pourquoi? Oui, elle n'est pas connue que peut-être au niveau de ses membres. Elle est juste connue par ses membres. Elle est connue juste par ses membres. Sinon, à l'origine, c'était l'association des anciens élèves
de l'Institut technique de banque de Paris. Ah oui, c'est vrai, la première cible. La première cible, donc c'était donc ça, et la RIPI a été donc obtenue sur cette base. Okay. Mais est-ce que vous avez une interaction ou bien des travaux avec l'association des professionnels des banques et établissements financiers, parce qu'il y a une association professionnelle aussi? Tout à fait, absolument. Bon, en réalité, l'actuel secrétaire général de l'association des professionnels des banques, il est le répondant de notre école au Niger. Okay. Il est le répondant de l'ITB. Bon, il arrive effectivement qu'on échange effectivement et à chaque fois que nous avons des activités, nous mettons effectivement cette association-là à contribution. Oui. Oui. Alors, avant de continuer pour parler de la Confédération, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui disent, peut-être certains découvrent pour la première fois une formation liée au métier de la banque avec un institut spécialisé sur les questions de la banque. Aujourd'hui, pour accéder à l'ITB, quel est le parcours qu'il faut faire après le bac? Comment il faut s'y prendre pour accéder à cette école? J'avoue que cette formation-là, elle est pourvue par nos banques. Par les banques? Par les banques. Okay. C'est les banques qui inscrivent leurs agents. Alors là, à grands frais, okay. Avec le bac, vous pouvez passer par la première marche, c'est le centre de formation de la profession bancaire. Faire les 3 années pour obtenir donc le diplôme, le brevet professionnel bancaire de niveau 3, qui est l'équivalent de la licence, qui vous donne droit donc à accéder directement à l'ITB. Mais aujourd'hui, avec certains diplômes classiques que nous connaissons, le BTS ou la licence professionnelle des autres, en tout cas reconnue au niveau de l'État, la banque peut inscrire ses agents donc à cette formation-là de l'ITB, dont le cycle aujourd'hui n'est plus que de 2 années. Ok. En fait, si je comprends ce que vous me dites, c'est-à-dire que c'est un institut qui est connecté aux banques et les banques envoient leurs collaborateurs pour des sortes de mise à niveau ou bien de développement de carrière en fait. Pour la formation, pour la formation diplômante. Mais quand quelqu'un veut, par ses propres moyens, accéder à cet institut, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est possible. Il peut bien s'inscrire après auprès de l'APB. Le secrétaire général de l'APB, M. Moudou, donc, est le répondant et le point focal de la... Et Moudou, lui, il est à Niamey. Donc, il est à Niamey, donc c'est lui qui peut prendre les inscriptions et puis bon, donc voilà. Okay. Et je précise que cette formation-là, en fait, elle est à moitié présentielle. Parce que nous, les agents de banque, étant sur nos postes, nous prenons les cours. Nous recevons le cours donc en début d'année et les devoirs que nous devons traiter. Nous recevons régulièrement des maîtres de conférences qui nous rencontrent dans un centre. Généralement, le centre se trouve au Burkina. Parce que pour il n'y a pas un centre au Niger? Il n'y a pas un centre, parce que pour remplir les conditions des centres, il faut avoir 10 inscrits. Donc, à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas eu 10 inscrits au Niger. Si bien que le centre est toujours là où il y a beaucoup plus d'affluence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'inscrits alors que quand même le secteur bancaire au Niger est aujourd'hui florissant, il se développe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Bon, ça c'est vraiment une question à poser à nos dirigeants. Ouais. C'est vraiment un coup de chance que d'avoir à être inscrit à l'ITB par une banque. Parce que l'association des professionnels des banques et établissements financiers devrait parler aussi de ces questions-là, vulgariser l'information. Je suis bien d'accord avec vous, mais à retour, certains éléments de l'association, je pense que c'est nous qui devons faire ce travail. Okay. Mais je crois qu'ensemble, on peut faire ce travail pour sensibiliser, avec le gouvernement, pour sensibiliser davantage, parce que de toutes les façons, le renforcement de capacité des agents et des citoyens incombe à tout le monde, incombe aux responsables, au patronat et au gouvernement. Donc nous avons fait tout ce que nous pouvons dans le temps pour pouvoir encourager nos entreprises. Il faudrait que vous continuiez à le faire. On doit continuer à le faire, ça c'est une réalité, on doit continuer. D'ailleurs, l'occasion que vous nous donnez ici doit être donc un point de départ pour pouvoir mener d'autres activités, d'autres démarches pour pouvoir voir dans quelle mesure maintenant rétablir, parce que je pense que surtout ces dernières années, les inscriptions à l'ITB sont très minimes. Ok, voilà. Ah oui, il faudrait booster ça pour que ça avance. En tout cas, alors, en 2014, notamment, je pense en octobre 2014, la Confédération s'est réunie à Abidjan dans le cadre d'un colloque qui a eu pour thème émergence de l'Afrique
la contribution des banques. Et vous, en tant que président à l'époque, je pense que vous étiez président de la Confédération, vous avez animé une conférence, vous avez participé aux activités de ce colloque-là. J'aimerais savoir quelles ont été les grandes conclusions qui ont été tirées par les participants au colloque, notamment sur la question de la contribution des banques. Pour commencer, je dois rappeler que ce colloque a été rendu possible grâce à l'implication du gouvernement ivoirien, en l'occurrence le Premier ministre Kablan Dankan, que je remercie encore à nouveau, qui a pris fait et cause pour ce colloque et qui l'a présidé. Parce que c'était lui qui a présidé l'ouverture et la clôture de ce colloque. Non, mais ça, c'est le bon côté des Ivoiriens, il faut le noter. Voilà. Toute question économique, vraiment, leur gouvernement s'implique parce qu'il comprend le secteur privé. Moi, personnellement, j'étais très impressionné de l'accueil. Il y avait plus de 200 participants. Et ces participants-là ont été pris en charge par le gouvernement. Et ça, c'est en 2014 encore, c'est-à-dire qu'ils venaient de sortir de la crise. Exactement, ils venaient de sortir de la crise. Avec tout le confort, tous les décors qu'il faut. Vraiment, c'était formidable. Alors, on n'était plus de 200. C'est le gouvernement, c'est l'association professionnelle des banques et le CFPB, donc l'ITB, qui se sont mis ensemble, qui ont composé vraiment pour arriver à ce colloque, à la tenue de ce colloque-là. Le 14e colloque, comme vous l'avez dit, effectivement, portait sur les défis de l'émergence des pays africains, la contribution des banques. Alors, qu'est-ce à dire? Le nœud du problème, la problématique posée ici, c'est comment faire pour amorcer le décollage économique des pays africains, en l'occurrence les pays africains, donc de notre espace, au sud du Sahara, et mieux encore, comment le faire à travers le financement par les banques des petites et moyennes entreprises. Quand on sait qu'aujourd'hui, le financement de ces secteurs est vraiment infime pour assurer le développement. Pas plus de 20%. Mais ça, c'est agréable à attendre de la bouche d'un banquier quand même. Parce que souvent, c'est les entrepreneurs qui se plaignent. Mais bien sûr, on arrivera aux causes. Quelles sont les causes? Parce que là, le financement, pas moins de 20%, pas plus de 20%, et il est concentré sur les activités urbaines et les activités commerciales, le secteur urbain et les activités commerciales. Et alors, en ce moment-là, si la finance a trouvé des solutions pour les grandes entreprises à travers le marché financier, on a recherché et trouvé des solutions au niveau de la microfinance. La microfinance, pour l'informel et autres, là, il y a la microfinance. Alors, que dire de la mésofinance, donc celle du centre, celle des petites et moyennes entreprises. Alors, donc, il y a beaucoup de greffes de part et d'autre. Les greffes qui sont relevées le plus souvent, c'est en fait l'incapacité des petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas, à présenter aux banquiers des dossiers bancables. Ok. Ça, effectivement, partout on le dit. Partout. Alors, qu'est-ce qui fait que les petites et moyennes entreprises sont incapables de présenter des dossiers bancables? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi un dossier bancable de la perspective d'un banquier? Oui, je pense qu'il faut réunir tous ces éléments-là. Parce qu'on sait que la banque, dans notre logique, pour financer un dossier de crédit, on tient compte d'un certain nombre de critères. Les paramètres que nous mettons en avant, c'est d'abord la solvabilité de notre client. Qui est mesuré à travers quoi? Donnez-nous quelques éléments. Qui est mesuré. Nous avons des éléments de mesure de cette solvabilité. Lorsque c'est une entreprise, on regarde les mouvements du compte. Quelles sont les ressources que l'entreprise, pendant un mois, un trimestre, un semestre, une année, cette entreprise nous a confié. Et en fonction de cela, on peut voir ce qu'on peut. Mais la demande aussi doit être analysée. Est-ce que l'opération que nous devons financer est rentable? Parce que je vous rappelle que la banque, c'est quand même le vivier de l'économie. Vous m'avez dit d'ailleurs quand on préparait cette émission, l'économie est dans la banque. L'économie est dans la banque, ça, effectivement. C'est joliment dit quand même. Tout à fait, l'économie est dans la banque, dans la mesure où c'est à la banque de financer l'économie. En réalité,
c'est à la banque de Et le souvent, faire. vous avez même des ressources long terme qui dorment Voilà, vraiment tranquillement exactement. et que vous avez peur de donner. Non, ça, et là aussi, il y a des problèmes parce que des problèmes d'ordre réglementaire. Donc, c'est toujours un peu les causes. Réglementairement parlant, nous avons des ratios à respecter. Les ratios de transformation, par exemple. Lorsque nous, les banques, nous prenons des ressources courtes, qu'est-ce que j'appelle les ressources courtes? Ce sont les dépôts de nos clients. Où on peut venir à chaque moment. On peut venir à chaque moment. Les retraits sont à vie et tout cela. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des financements à long terme. Mais, donc, sauf que dans la réalité, vous avez souvent quand même des ressources longues qui dorment. Oui, bien sûr, on a des ressources qui dorment, c'est clair, des liquidités. On peut dire que les banques sont liquides. Il y a des liquidités, mais encore une fois, il faut des dossiers qui nous permettent de sortir ce tableau. Voilà. Alors justement, on parle toujours du colloque quand même, parce que c'est au niveau du colloque que vous avez fait cette analyse. Alors, toujours dans l'analyse, en dehors du fait qu'il n'y a pas de dossier bancable. Alors, le dossier bancable, vous m'avez dit, c'est la solvabilité, c'est la rentabilité, et je pense aussi c'est le management. Parce que quand vous n'êtes pas un bon dirigeant qui gère de manière transparente et crédible, peut-être que ça ne convainc pas un banquier, sans doute. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ce colloque-là a mis en évidence comme contribution des banques à l'émergence de l'Afrique? C'est qu'il a mis, bon, donc vous savez, il y a des limites objectives que tout le monde connaît, des banques. C'est seulement des propositions que nous avons eu à faire, à savoir des mesures à envisager. Par exemple, prévoir une augmentation et une régularité des avances versées par l'État dans les marchés publics. Ça, c'est une des mesures. L'autre mesure, procéder aux réformes appropriées concernant certains ratios, notamment le ratio donc de transformation. Et ça relève de la Banque centrale. Ça relève de la communauté, de voir dans quelle mesure revoir la réglementation. Le dispositif prudentiel lui-même, il faut le revoir. Il faut le revoir dans la mesure où il y a beaucoup d'entraves. D'entraves, en tout cas au Quel type d'entraves? Alors, lorsque au niveau du ratio, par exemple, de portefeuille, on dit que vous ne pouvez pas de portefeuille, vous ne pouvez pas financer le même client, la même signature à plus de 75% de fonds propres, c'est limitatif. Oui, c'est vrai. Lorsque, en termes de ratio de division de risque, on dit que bon, la division de risque, bon, vous prenez sur le même client, vous ne pouvez pas donner l'ensemble des clients, l'ensemble des prêts accordés ne doivent pas dépasser 8% de fonds propres. L'ensemble des prêts. 8% des fonds propres de l'entreprise. De la banque. Ah, de la banque elle-même. Okay. Donc là aussi, c'est limitant. Donc il y a beaucoup d'autres vraiment raisons qui font que. Donc il faut concevoir un mécanisme qui incite les petites et moyennes entreprises à communiquer fidèlement. Il faut trouver ce mécanisme. Lorsque l'entreprise se permet d'avoir 3 bilans, c'est pas normal. Un bilan pour le fisc, un bilan pour la banque, et un bilan pour l'entreprise. Et un vrai bilan. Et ça arrive réellement? En réalité, c'est un peu ce que nous percevons. Les clients, comme si bon, le secteur est encore de l'informel, il faut formaliser. Et je pense que là, sans vous couper, c'est le sentiment qu'on a quand on va vers les banquiers. On pense quand même que dans certains pays, y compris le Niger, il y a un grand problème de confiance entre la banque et l'entreprise. Parce que quand vous dites que le banquier peut avoir le sentiment que l'entreprise a 3 bilans, c'est clair que c'est un problème. C'est clair. Là, il faut creuser. C'est pourquoi l'analyse financière vous amène à demander beaucoup. Vous amenez un document, on vous dit non, il faut amener encore l'autre. Il faudra avoir une vie claire du dossier pour pouvoir le financer. Oui. Donc là, la solution face à une situation comme ça, c'est que les gens doivent quand même avoir une bonne gouvernance. Il faut avoir une bonne gouvernance. Il faut qu'il ait vraiment des compétences pour gérer ces petites et moyennes entreprises. Et qu'il ait un certain respect de l'éthique. Voilà. Et je pense que c'est ça qui permettra de faire régner la confiance entre les petites et moyennes entreprises et Mais est-ce que là, le banquier n'a pas un rôle pédagogique ou d'accompagnement? Parce que le simple fait de demander des pièces, de vérification, peut-être, peut ne pas résoudre le problème. Si, au-delà de ça, de la relation banquier-entreprise, il n'y a pas
de la pédagogie, de l'accompagnement pour expliquer que je vous demande cette pièce parce que j'ai comme l'impression que votre comptabilité n'est pas bonne, j'ai comme l'impression que vous gérez mal. Est-ce que vous avez ces genres de... Absolument, c'est tout le rôle du management. Nous avons aujourd'hui dans toutes les banques des conseillers commerciaux qui sont là en premier pour ça, pour conseiller les clients. Au-delà donc de prendre des dépôts, de donner, non, il faut conseiller le client, il faut le diriger. Bon. Est-ce que ça se fait efficacement? Est-ce que, même si ça se fait efficacement, est-ce que cela est perçu par l'autre? Est-ce que ça arrange le client à qui on demande ces éléments? Voilà. C'est ça le problème. Donc je disais qu'il faut mettre en place des institutions spécialisées de financement, des investissements, pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises, la création des banques, des artisans, les crédits aux petites et moyennes entreprises et autres banques, donc de banques populaires. Il faut prévoir dans le pays, ça c'est le rôle de l'État. C'est l'État qui doit encadrer tout ça, là, qui doit aider, à accompagner le financement des petites entreprises. Et justement d'ailleurs, souvent les acteurs du secteur privé, les acteurs économiques pensent que les banques que nous avons, qui la plupart on les appelle banques commerciales, ne sont pas forcément adaptées pour financer la croissance des entreprises parce que justement, elles ont peut-être une logique plus court terme, alors que l'investissement c'est du long terme. Absolument, c'est la transformation dont je vous ai parlé. On ne veut pas la banque qui se hasarde à prendre les ressources courtes pour faire des prêts longs, pour faire des prêts à long terme, mais va crouler. Ah oui, bon, donc cela par effet systémique peut entamer tout le système bancaire. Voilà, donc même vous, en tant que banque, ça vous arrange qu'il y ait d'autres banques capables de faire le financement long terme? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les banques d'affaires, tout ça là. Il faut les banques qui puissent financer le haut du bilan. C'est en cela qu'on parle donc de banques, des banques d'investissement. Donc tout cela, c'est important dans le système. Et cela s'organise. Et je dis encore une fois, c'est l'État. C'est le rôle de l'État de pouvoir organiser cela. Est-ce qu'on a une banque d'investissement au Niger? Ben non, je ne vois pas. On n'en a pas. On a des banques commerciales. On a des banques commerciales, sauf si je me trompe, mais je connais des banques commerciales. Ouais, ils sont là juste pour des banques commerciales universelles, ils sont là pour financer l'économie au niveau du bas de bilan. Oui. Alors le bas de bilan, il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup, mais c'est l'actif circulant, hein? C'est le fonds de roulement. Exactement, exactement, c'est le fonds de roulement, c'est le financement donc avec des crédits court terme, souvent aux entreprises. Mais au-delà du fait que les clients, comme vous dites tout à l'heure, peuvent ne pas être des bons managers, des bons présentateurs de projets, je comprends, d'après ce que vous expliquez, ce que les banques que nous avons aujourd'hui n'ont pas aussi des coups de franche, en fait, pour financer le haut du bilan, comme vous dites. Donc, ça doit interpeller quand même l'État et l'ensemble du système financier pour peut-être... Absolument, absolument. C'est pourquoi on parle de réforme. Il faut réformer le système financier. Il faut faire en sorte que, d'abord, la réglementation soit plus souple, qu'elle soit moins répressive, et qu'elle permette vraiment de financer donc l'économie. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous dirigez quand même cette association et vous êtes sans doute partie prenante des débats s'ils doivent en avoir, est-ce que ce type de débat a cours aujourd'hui dans le système financier et bancaire du Niger, en relation aussi avec le gouvernement? Est-ce qu'on en discute? Oui, bon, ça je crois que c'est une très belle question. Ce qui est sûr, c'est que dans des forums tels que le colloque que nous organisons, et comme vous le voyez, c'est des questions qui ne passent pas inaperçues. Et plus on en parle, plus on trouvera une solution. Et à titre d'exemple, la Confédération internationale des diplômés de l'ITB, des associations ITB, tiendra son colloque très prochainement à Yaoundé. Et déjà, donc au Cameroun, et déjà, les bases sont jetées par l'association camerounaise pour arriver à la création, pour venir à la réponse, en partie ne serait-ce, n'est-ce pas, des différents problèmes qui se posent au financement des petites et moyennes entreprises. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une problématique qu'il va falloir porter au niveau régional? Exactement. À travers ce colloque-là? Exactement, à travers ce colloque, effectivement, c'est une problématique qui concerne tout le monde et qu'on discute partout. C'est ça. Alors, justement, puisqu'on parle de problématiques régionales, au-delà de la question de l'accès au financement, je pense qu'un des points importants qui est indexé par notamment les PME, c'est le coût du financement.
l'argent coûte cher au niveau des banques. Alors, pour vous, en tant que banquier, d'abord, comment vous appréciez cela? Est-ce que chez vous, vous considérez réellement que ça coûte? Et puis, si oui, ça coûte, pourquoi ça coûte autant? Bon, c'est à la mesure des risques qu'on prend. C'est les risques qui déterminent le coût. Okay. C'est les risques à la mesure des risques qui on examine. Plus on évalue que c'est risqué, plus il y a des créances douteuses et litigieuses dans une économie, plus donc le système bancaire est amené à prendre des garde-fous. Okay. Le taux, donc ça fait partie des garde-fous. Sinon, bon, effectivement, il se révèle que les banques en Afrique, de manière générale, sont rentables. Pourquoi elles sont rentables? C'est parce que le coût sont ce que vous venez de dire. Le coût est élevé. Voilà, et le coût est élevé, donc si je déduis, il y a beaucoup de risques. Moi, je ne le dis pas, mais je sais que effectivement, c'est une problématique aussi sur laquelle il faut peut-être qu'en trouvant des solutions pour le financement des petites et moyennes entreprises, restructurer et bien accompagner par des systèmes financiers appropriés, et on trouvera à avoir donc une certaine souplesse par rapport au coût de crédit. Oui. Voilà. Alors, ce risque-là au Niger, il se caractérise comment? Parce que bon, tout à l'heure vous avez donné une idée, mais concrètement, parce que je pense que ce que nous sommes en train de dire est très important, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous regardent, qui n'ont pas une totale maîtrise de leur relation avec la banque, mais quand un banquier leur dit, voilà pourquoi on pense qu'un dossier est risqué. Qu'est-ce qui caractérise en général, de manière générale, les risques au Niger par rapport au financement des PME? Bon, les risques évidents, vous savez, pour la banque, c'est lorsque la banque sort de l'argent et qu'elle n'arrive pas à avoir le retour. Le risque d'insolvabilité. D'insolvabilité, ok. Alors, lorsque les clients est insolvable, le deuxième est insolvable, on fait beaucoup attention. Voilà. C'est ça, et ça s'est traduit par des CDL, des créances douteuses et litigieuses, voire même des provisions qui viennent donc en déduction de la rentabilité de la banque. Voilà. Ben, je vous pose cette question parce que, en général, les petites et moyennes entreprises, bon, je ne connais pas tous les secteurs, mais surtout dans les secteurs des services, on a l'impression quand même qu'elles sont assez rentables elles aussi. C'est-à-dire qu'il y a une bonne croissance, et en général, ça décolle, donc en principe, s'il y a le chiffre d'affaires croît chaque année et qu'il y a une bonne gestion, on estime quand même que l'emploi... Oui, parce que là, le débat que nous sommes en train de faire doit être nuancé. Le crédit n'est pas fermé à toutes les entreprises, petites et moyennes entreprises. Le crédit est donné aux entreprises crédibles. Il est donné donc lorsque l'analyse du dossier, n'est-ce pas, permet de le faire. Donc c'est cela. Et là, donc, il n'y a pas de problème pour les entreprises qui présentent des critères de solvabilité normales, des critères de rentabilité pour l'opération à financer et des garanties qui viennent de manière accessoire pour un peu border les risques qu'on prend. Je continue sur ce point, la question de la garantie, parce que dans votre colloque, vous l'avez abordé, comment la garantie peut limiter le risque, n'est-ce pas? Je pense que c'est que... Oui, la garantie, comme je l'ai dit, c'est pour cela d'ailleurs. Cela a fait l'objet d'une conférence débat ici à Niamey que l'Association nationale des diplômés de l'ITB donc a organisé. C'était pour démontrer qu'en fait la garantie ne fait pas le crédit. Okay. Il y a des gens que vous pouvez voir, ah écoute, j'ai telle garantie là, j'ai une maison, j'ai telle, donnez-moi un crédit. Non, c'est pas ça. C'est même accessoire. Okay. Ce qui détermine le crédit, je rappelle encore, c'est la solvabilité du client. Est-ce que, bon, parce que le crédit c'est une confiance. Est-ce que cette personne à qui je donne ma chose peut me la retourner? Est-ce que je peux gagner quelque chose dedans? Est-ce que lui d'abord il va gagner? Et c'est quand il gagne que moi je vais gagner. Et s'il va tourner à perte, ça veut dire que bon, je n'aurai même pas à reprendre ma mise. C'est vrai, expliquer comme ça, c'est très logique. Voilà, donc c'est ça, c'est la solvabilité et maintenant la rentabilité. Maintenant, la garantie que je prends, l'hypothèque, les uns et autres, encore qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui pour réaliser. Avec le code OHADA, il faut faire beaucoup de génocide pour pouvoir réaliser une garantie. Mais cette garantie-là n'est qu'accessoire. Je la prends juste pour la forme, pour border ce crédit-là, en fait, ce risque-là que je prends. Mais les principaux critères que nous mettons en avant, ce sont les deux. Ce sont les deux. Mais sauf que dans la perspective du client, souvent les clients ont l'impression que les banques font une fixation sur la garantie en vous disant bon, il faut telle garantie réelle, il faut ceci, cela. Non. Bon, ça dépend de l'approche parce que les banques,
Et les banquiers, en tout cas, bon, ça dépend de l'approche de chaque banque. Quelle est la vision de banque? Mais les banques réellement donc modernes savent que c'est l'analyse du dossier de crédit qui doit déterminer la décision. Et cette analyse-là vraiment doit passer par la solvabilité et la rentabilité. Alors, on est presque à la fin de notre entretien, mais je vais vous poser quand même une question qui est un peu hors contexte, mais vous êtes banquier, c'est important pour vous de nous donner votre point de vue. Depuis quelque temps, au Niger, il y a eu une réglementation pour accélérer la création d'entreprises. Notamment avec le décret qui fait passer le capital de la SARL de 1 million à 100 000 avec le recours facultatif au notaire. Aujourd'hui, est-ce que quand une jeune entreprise qui est en création ouvre un compte, veut ouvrir un compte, est-ce que les banques ont pu se réadapter par rapport à à cette nouvelle réglementation? Parce qu'avant, il faut venir avec le RCCM, je pense, et le NIF. Aujourd'hui, je pense que les banques, la maison de l'entreprise demande à ce que d'abord le capital soit déposé à la banque et puis vous venez avec le quitus qui montre que vous avez déposé. Est-ce que vos procédures ont changé? Nos procédures se sont adaptées donc à cela parce que effectivement il faut présenter le NIF, le registre de commerce pour ouvrir. Mais aujourd'hui, nous pouvons ouvrir un compte de manière provisoire. Vous donnez le numéro de compte. Vous déposez vous faites votre dépôt capital, et par la suite, maintenant, on régularise. Okay. Et là, pour faire le dépôt, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est une question que je vous pose à dessein parce que des gens m'ont demandé. Absolument. Pour faire le dépôt, il n'y a pas. C'est juste le dépôt, c'est quoi? Soit vous le faites en numéraire, vous avez un virement à passer. Oui. Vous avez je vais dire quel élément il faut fournir à la banque. Quels éléments il faut fournir? Oui, quelles sont les pièces à fournir, c'est bon. Il y a les photos, les 2 photos du client. Si ce sont des associés, ça se fait comment? Bon, si ce sont ce qui nous intéresse, ce sont les signataires. Okay. Donc ce sont les documents qui portent sur les signataires. Okay, leurs photos, leurs pièces d'identité légalisées, le certificat de résidence de chacun d'entre eux, et donc le nom de la société ou de l'entreprise. Leur statut, parce que le statut peut se faire sur scène privée. Maintenant. Exactement. Donc on ouvre et puis de manière provisoire et on régularise avec les éléments qui vont venir après. Ok. Voilà. Tant mieux parce que je posais la question à un autre banquier qui n'était pas sûr. Donc ça veut dire que chez vous c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Okay. Si demain vous avez quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise individuelle, donc il vient. Pas de problème. Ok, une entreprise individuelle ou une SARL aussi. Une SARL, voilà. Tout à fait, absolument. Okay. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Yaou, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes très ravis d'avoir suivi cet entretien avec Monsieur Mamadou Yaou. Restez en notre compagnie pour suivre la suite de Business Challenge. A tout de suite. Point secret. En partenariat avec EFOPRIMES, l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité. Le Niger fait partie aujourd'hui des Eldorado de la sécurité. Tous les marchés du Nord, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, il n'y a plus rien à faire. La zone sahélo-saharienne est devenue une zone géopolitique extrêmement sensible dans laquelle tous les acteurs, l'Union européenne, les Nations unies comptent injecter des sommes colossales. Et il va de soi qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de se positionner. Donc, il y a cette véritable difficulté qui fait que tout le monde a les yeux braqués sur cette zone-là et c'est un marché qui est très porteur. Nous sommes des acteurs nationaux. On essaie de se positionner sur ce qui nous revient de droit, parce que je dis tout le temps que l'ensemble des paramètres à prendre en compte pour une meilleure sécurisation d'une zone, c'est aussi tous les paramètres socioculturels. On ne vient pas apporter la sécurité de l'extérieur. Il faut que ce soit des nationaux. Donc les enjeux sont extrêmement importants. Il y a une concurrence de plus en plus rigide qui fait que parfois, malheureusement, les gens n'agissent pas de la manière la plus saine.
il y a des affinités qui se créent. On essaie de positionner des structures par des intérêts plus que par la qualité du travail, de la prestation. Et moi, j'attire l'attention quand même des gens sur le fait que récemment, d'ailleurs, au Niger, on l'a vécu. On nous a fait amener une société de l'étranger en prétextant que c'est parce qu'on n'a pas trouvé des nationaux capables. J'estime quand même, et j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que on peut tous avoir notre espace de travail, on peut être complémentaires, mais on doit quand même travailler dans une certaine logique, une certaine éthique, une certaine déontologie. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première régulation aurait été d'avoir des textes législatifs qui permettent de recadrer cette profession. Mais la régulation est là, puisque c'est l'État qui nous autorise. L'État est le seul détenteur de la sécurité des personnes et des biens. Il doit rester toujours la tutelle, le cadre d'encadrement, l'espace d'encadrement plutôt. Les acteurs que nous sommes, on doit aussi mettre en place des codes de conduite. On doit se donner une certaine éthique, comme je le dis. C'est une profession qui est extrêmement sensible, dans laquelle on ne peut pas se mettre à faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que tant que cet environnement-là ne sera pas assaini, on fera face à un jeu malsain, comme celui auquel on assiste, où ceux qui sont au devant de la scène ne sont pas forcément les plus performants, malheureusement. C'est très simple. Je pense que, comme je vous l'ai dit, nous avons mis en place une structure organisationnelle qui est un collectif qui regroupe l'ensemble des sociétés de sécurité privée. Il faut tout juste s'asseoir autour d'une table, si l'État le veut bien. On a toujours tendu la main et on tend toujours la main envers l'État parce que c'est leur encadrement qui nous permettra d'être plus professionnels. On peut s'asseoir autour d'une table, réfléchir sur les mécanismes d'interaction qu'on peut mettre en place, parce que nous sommes coproducteurs de la sécurité, l'État et nous sommes leurs auxiliaires, et dans ce cadre de réflexion, on peut parfaitement trouver des schémas qui nous permettront d'être dans une relation plus qualitative. Métiers et carrière. En partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. Le délégué médical, appelé également représentant médical, est un spécialiste du secteur de la santé. Son activité consiste à faire les liens entre les laboratoires pharmaceutiques et les structures de santé. Le travail du délégué médical s'inscrit dans une logique de business to business. La rubrique métiers et carrière reçoit Dr Abdoulaye Bakou, délégué médical, pour parler de l'exercice du métier du délégué médical au Niger. Le délégué médical, c'est un paramédical. Il fait partie intégrante de l'entité de la santé, c'est-à-dire la prise en charge du malade. Donc le délégué médical, en tant que paramédical, fait partie de cette entité-là. Il a un diplôme qu'il obtient de délégué médical, soit par une formation au niveau d'une école qui fait le métier de délégué médical. On a une école ici au Niger qui le fait, et on a aussi des écoles dans la sous-région. Ou bien il peut être recruté par un laboratoire donné qui va le former et qui va lui donner le diplôme de délégué médical. Quel est le rôle du délégué médical? Le rôle du délégué médical au niveau des structures de santé, c'est d'apporter des informations pour les pratiquants que sont les médecins et aussi les pharmaciens. Des informations sur les produits de laboratoire, les produits médicaux qu'on utilise pour prendre en charge les patients. Donc en fait, il est l'intermédiaire entre les laboratoires et les médecins prescripteurs et les pharmaciens pour leur apporter l'information sur les produits qui sont élaborés par les laboratoires pour prendre en charge certaines pathologies au niveau donc, des structures de santé. Quel est l'apport des délégués médicaux dans l'économie nationale? Les délégués médicaux ont un apport assez appréciable au niveau de l'économie
d'un pays. Le fait d'être délégué et de représenter des laboratoires étrangers au Niger fait que ça crée des emplois au niveau du Niger. En recrutant, on augmente les emplois au niveau du pays. Donc ça participe à l'économie du pays. Le délégué médical est amené aussi à voyager, à aller en séminaire ailleurs, et puis pour avoir certaines informations, certaines pratiques, pour être formé et venir travailler pour son pays, mettre en application ses formations. Donc, je pense que ça, c'est un apport, je vais dire, culturel, très important, qui peut aussi participer à l'économie du pays. Donc, en gros, le délégué médical est vraiment un acteur très important de l'économie d'un pays. Quelles sont les opportunités de carrière qu'on a quand on est délégué médical? Les opportunités de carrière, elles sont multiples. On peut partir du délégué médical et venir à chef d'entreprise, créer une entreprise et être chef d'entreprise. Et même au niveau même du laboratoire, de délégué médical, on évolue, on peut aller du délégué médical à un responsable, donc superviseur dans le laboratoire, superviseur au niveau du pays ou même superviseur au niveau de la région ou de la sous-région et même à l'international. C'est-à-dire qu'un délégué peut être délégué dans un laboratoire et se retrouver superviseur dans la zone Afrique, basé à Abidjan ou à Dakar ou dans une des capitales ouest-africaines, ou même être un responsable basé en France du laboratoire, responsable produit, responsable marketing, etc. Donc il y a des leviers qui font qu'un délégué peut faire carrière. Quelles sont les difficultés dont les délégués médicaux font face dans l'exercice de leurs fonctions? Les difficultés, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, pour être délégué médical, il faut avoir un certain nombre de moyens de travail. Les délégués médicaux, normalement, pour être opérationnels sur le terrain, il faut un moyen de déplacement. Il faut avoir des moyens de communication, parce que la visite médicale, c'est un métier de communication. Donc, sur le plan vraiment matériel de travail, il y a un besoin minimal qu'une personne doit avoir pour être délégué médical. Ça, c'est des difficultés que les candidats au poste de délégués médicaux rencontrent. Maintenant, les délégués médicaux eux-mêmes qui sont déjà donc reconnus, qui sont délégués, qui travaillent sur le terrain, on a les difficultés énormes que constitue le marché parallèle du médicament. Vous avez des produits dont vous faites la promotion, dont vous vendez, et vous retrouvez ces mêmes produits ou ces mêmes types de produits, c'est-à-dire de contrefaçon, qu'on amène sur le marché parallèle, dans les grands marchés. Vous voyez des gens qui sont en train de les vendre, qui ne sont pas habilités, qui ne sont pas des délégués médicaux, qui n'ont pas été formés pour ce travail, mais qui vendent ces produits et qui grèvent le chiffre d'affaires des délégués médicaux. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge, notre 54e numéro de Business Challenge. Vous le savez maintenant, vous pouvez continuer à interagir avec l'équipe de Business Challenge à travers les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Vous pouvez taper Business Challenge Niger sur Facebook et vous nous retrouverez. Vous pouvez aussi visiter notre web magazine www.businesschallengeniger.com. Merci d'avoir suivi cette édition et à la semaine prochaine. Bonsoir. Orange est sponsor officiel de Business Challenge. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.